Hello and welcome to another episode of India and Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le professeur Jeffrey Sachs. Le professeur Sachs est un économiste américain, une voix majeure en géopolitique et professeur à l'université Columbia. Professeur Sachs, bienvenue à nouveau dans l'Inde et la gauche mondiale. Professor Sachs, welcome back to India and Global Left. Ravi d'être over. Merci. I wanted to start out with a broad Je voulais commencer par une question générale sur l'Empire américain, car au fil des années, nous avons vu les États-Unis bombarder, faire du chantage, menacer, imposer des tarifs douaniers et déstabiliser nation après nation à travers le monde. Beaucoup de gens parlent du déclin de l'Empire américain. Donc d'un côté, cela se produit, et de l'autre, il continue de mener toutes sortes d'activités. Si vous pouviez nous aider à le conceptualiser, comment décririez-vous les types d'actions que la machine impériale américaine entreprend dans sa phase impériale tardive? at its late imperial phase? The US is making a lot of trouble. Eh bien, les États-Unis causent beaucoup de problèmes, beaucoup de déstabilisation, mais ils constatent aussi leurs limites à bien des égards. Les États-Unis sont en déclin relatif, et lorsqu'il s'agit de puissance, c'est la part relative qui compte. Ainsi, la part des États-Unis dans n'importe quelle catégorie que l'on souhaite considérer, commerce international, finance, production économique globale, poids militaire, est en déclin relatif. Nous sommes entrés dans un monde multipolaire. Mais les États-Unis conservent à Washington une imagination unipolaire, je dirais même une illusion unipolaire. Ils apprennent endroit par endroit, étape par étape, qu'ils ont réellement des limites. Donald Trump, en tant qu'individu, est psychologiquement instable et pas très intelligent. Psychologically unstable and not very bright person, and so the learning is very haphazard. Ainsi, l'apprentissage est très aléatoire et difficile. Mais je dirais que les États-Unis, sur le plan institutionnel, commencent peu à peu à prendre conscience des réalités de la Chine, de la Russie, de l'Inde, voire de l'Iran. Je dirais avec beaucoup de prudence que les États-Unis semblent apprendre qu'il ne faut pas attaquer. Ce n'est pas non plus une bonne idée. Ce que nous observons, c'est en effet une phase impériale tardive, une mentalité au sein de l'appareil sécuritaire de Washington qui est confuse, un peu désorientée, car ses limites sont douloureuses pour une classe qui croit à la domination mondiale de l'Amérique. Nous voyons donc beaucoup d'instabilité, beaucoup d'intimidation et de harcèlement envers les petits pays. Mais nous voyons aussi une certaine prudence à l'égard des grandes puissances. Je dirais que c'est un moment instable, assurément. I would say it's an unstable moment, certainly. And if you could tell us a little bit about the Et si vous pouviez nous parler un peu du sentiment intérieur à l'égard de la politique étrangère des États-Unis en ce moment. Nous avons assisté à une mobilisation massive contre la politique américaine concernant la Palestine. Pourriez-vous également évoquer la réaction intérieure face à l'enlèvement du président vénézuélien et à la guerre imminente avec l'Iran? Que ressent la majorité des Américains à ce sujet? How do the people, most people in the United States feel about it? Well, I think the first point is surprising as it might. Eh bien, je pense que le premier point, aussi surprenant que cela puisse paraître pour un pays aussi impliqué dans la déstabilisation à travers le monde, c'est que la politique étrangère n'est pas le premier sujet de discussion. D'après les sondages d'opinion habituels qui demandent aux gens ce qui est important pour eux, presque toutes les principales préoccupations sont d'ordre intérieur. Le mot-clé de l'année écoulée est devenu accessibilité. Car le niveau de vie des Américains de la classe ouvrière moyenne est stagnant ou en déclin depuis des années. C'est l'un des facteurs qui ont porté Trump au pouvoir à 2 reprises, parce qu'il a promis de résoudre ce problème, ce qu'il ne fera évidemment pas. Mais cela faisait partie de son message politique, à la fois en 2016, à nouveau en 2020, puis en remportant à nouveau la victoire en 2024.
qu'il allait régler la question du revenu ou du niveau de vie. Standard or living standard challenge. If you look at foreign policy attitudes, which Si l'on examine les attitudes en matière de politique étrangère, qui occupent une place très secondaire dans la politique américaine, le public, dans l'ensemble, est opposé aux guerres et à l'aventurisme. L'attitude envers Israël a changé de manière spectaculaire au cours des 3 dernières années, car Israël avait longtemps été considéré comme un allié et un ami des États-Unis, un pays à soutenir. Cela a disparu avec le génocide israélien, ce qui est compréhensible, surtout chez les jeunes. Je pense qu'il n'existe absolument aucun désir au sein du corps politique américain d'envahir le Venezuela ou de harceler le Canada ou le Mexique. harass Canada or Mexico, there are small pockets of Il existe de petits groupes spécifiques, des expatriés vénézuéliens dans le sud de la Floride, qui peuvent même être des électeurs indécis lors d'élections locales ou à l'échelle de l'État. Mais il n'y a aucun soutien au sein du public américain dans son ensemble pour des aventures à l'étranger. En effet, le slogan MAGA, Make America Great Again, de Trump visait à indiquer qu'il se concentrerait sur les problèmes intérieurs des États-Unis et ne s'engagerait pas dans les opérations de changement de régime du passé. Mais bien sûr, il ne respecte aucune norme, y compris celle-là. En fin de compte, sa politique étrangère n'est pas populaire. Trump bénéficie d'un soutien interne très limité. C'est l'année où des troupes américaines se sont retrouvées dans les rues des villes américaines, tuant des gens, avec des vidéos montrant une brutalité choquante de la part de ces soi-disant agents de l'immigration. Cela, ajouté à la situation économique, constitue absolument le problème numéro 1. Le taux d'approbation de Trump varie selon les sondages, mais je dirais qu'il se situe autour de 37 ou 38%, avec un taux de désapprobation dans les 50% moyens. Le taux d'approbation est clairement en baisse. Ce n'est pas quelque chose qui va se redresser. Trump n'a pas gagné. Il n'a aucune stratégie qui réponde réellement aux besoins de ses électeurs ou de ses partisans. Cette administration sera donc un échec. Et la question pour nous tous est, quelle sera la forme de cet échec? Une sortie en douceur ou une explosion? Cela, nous ne pouvons pas encore le prévoir. Et certains des changements que l'administration a mis en place, tant en politique étrangère qu'à l'intérieur du pays, je pense à l'internalisation de l'appareil sécuritaire, d'une manière qui n'avait jamais, enfin, je ne dirais pas jamais, car il y a eu les années Jim Crow et ainsi de suite, mais cela a été très étendu dans l'histoire récente. Nous avons maintenant des agents de l'ICE qui circulent, des universités soumises à la surveillance, et ainsi de suite. Selon vous, quelle part de ces changements est relativement permanente? Par là, je veux dire, même si Trump ou le Parti républicain perdait demain, quelle part de tout cela ne disparaîtrait pas facilement? Et quelle part est peut-être temporaire, quelque chose qui s'effacerait simplement s'il existait une alternative? Je pense que certains aspects sont trumpiens, comme les agents de l'ICE dans les rues des villes américaines, traînant des gens hors de chez eux, emmenant des enfants de 5 ans, tirant sur des personnes pratiquement de sang-froid, à mon avis. Cela, je pense, est trumpien, et c'est défendu par les personnages extravagants de ce gouvernement, comme son chef adjoint de cabinet Stephen Miller, qui est absolument un partisan de la violence fascisante, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Absolument choquant. Ce n'est pas fondé sur un large soutien à ce genre d'action, bien au contraire. D'un autre côté, il y a des éléments de notre situation qui sont permanents. La surveillance d'État, par exemple. Je ne pense pas que ça disparaisse. Cela n'a pas commencé avec Trump, et cela ne se terminera pas avec lui. C'est l'État sécuritaire. C'est bien réel. Et c'est profondément désagréable.
Le pouvoir et l'autorité de la Silicon Valley en matière de surveillance privée, associés à la surveillance étatique, et c'est bien un partenariat, sont très forts. Il n'existe actuellement aucune voie claire pour y mettre fin ou pour en reprendre le contrôle. Je pense donc qu'une partie de ce que nous observons, l'état de surveillance, l'usage accru des moyens numériques pour suivre, surveiller, punir, annuler, ne disparaîtra pas de sitôt. C'est un problème structurel et il est profondément enraciné. Les aspects absolument scandaleux, excusez-moi, je pense qu'on peut au moins en partie les attribuer aux gangsters de Trump, à l'équipe de Trump, qui cherchent clairement à repousser les limites aussi loin que possible pour voir où se trouvent les véritables frontières. Ils reculent lorsqu'ils les atteignent jusqu'à présent, mais leur objectif est de repousser chaque limite, et ils en repoussent beaucoup. Je voulais venir en Iran, étant donné que des pourparlers sont en cours. Mais l'année dernière, en juin, nous avons assisté à 5 ou 6 séries de discussions, suivies du bombardement de l'Iran. Beaucoup de gens sont extrêmement prudents à propos de ces négociations, car cela pourrait simplement être une manœuvre pour relancer la guerre. Ces discussions ont été présentées comme des pourparlers nucléaires, mais le programme inclut également un recul de leur programme de missiles balistiques et ainsi de suite, ce que l'Iran a déclaré ne pas accepter. Quelle est votre lecture de ces pourparlers? Pensez-vous qu'ils se déroulent de manière honnête ou croyez-vous qu'il s'agit simplement d'une tromperie? Eh bien, en ce qui concerne les États-Unis, l'honnêteté n'existe tout simplement pas. Je ne dirais donc pas qu'il s'agit d'un ensemble de discussions dignes de confiance. Ce type de comportement ne s'applique même pas aux États-Unis en général, et certainement pas sous Trump. Les deux camps sont dans une situation très incertaine. Le point essentiel, c'est que le lobby sioniste aux États-Unis pousse, comme il le fait pratiquement chaque année depuis 30 ans, à une guerre contre l'Iran. C'est une pression constante. C'est le plus grand rêve de Benjamin Netanyahou. Les États-Unis sont à plusieurs reprises entrés en guerre au nom d'Israël ou à la demande d'Israël. L'Irak est l'exemple le plus célèbre, mais la Syrie, le Liban et la Libye sont tous des cas où Israël a exercé des pressions et où les États-Unis ont agi d'une manière totalement contraire à leurs propres intérêts, à mon avis. Donc en ce qui concerne l'Iran, il existe un puissant lobby qui pousse à la guerre. Cependant, je pense que ce qui se passe, le fait le plus important, résulte de la combinaison de deux éléments. D'abord, l'Iran n'est pas le Venezuela. Ce n'est pas dans l'arrière-cour de l'Amérique, ce n'est pas militairement faible, et il ne va pas se soumettre docilement aux États-Unis. Il y a donc une réelle prudence vis-à-vis des capacités militaires de l'Iran, en particulier de ses missiles hypersoniques, qui ont manifestement percé le dôme de fer israélien en juin dernier. C'est un premier point. Le deuxième point que je trouve important, encore une fois, je ne fais que supposer, car nous ne savons pas vraiment, jour après jour, ce qui se passe en ce moment, c'est que je pense que Trump a probablement entendu beaucoup de remarques de la part des pays de la région, d'autres pays. Je penserai à la Turquie, je devinerai l'Arabie Saoudite, je penserai au président Poutine, et je penserai au président Xi, tout lui disant « Ne fais pas ça, c'est dangereux, c'est imprudent, cela pourrait provoquer une escalade, ce n'est pas dans ton intérêt. » Nous sommes donc très proches de la guerre. Mais d'un autre côté, il y a des signes que les États-Unis se retirent de ce qui semblait imminent. Je pense que si les États-Unis se retirent, c'est parce qu'ils reconnaissent et évaluent leurs limites. Comme nous en parlions il y a quelques minutes, une guerre avec l'Iran serait horrible et dangereuse, non seulement pour l'Iran, mais aussi pour les États-Unis.
Donc à cet égard, je pense qu'il y a une réelle prudence. Nous avons eu une journée de discussion. Je n'ai entendu aucun compte-rendu détaillé de ce qui s'est passé, mais les deux parties ont fait des déclarations positives. Bien sûr, ce n'est pas unique. C'était déjà le cas l'été dernier. Mon hypothèse, et ce n'est qu'une hypothèse, est que les Iraniens ont dit « Nous discutons d'un seul sujet, la question nucléaire », et que les États-Unis ont essentiellement accepté cela. C'est une limite, et je pense que c'est probablement le résultat de la première journée. Et à mon avis, sans vouloir exagérer, je pense qu'il y a à Washington une prudence qui n'existait pas il y a un mois, parce que les pays que Trump considère comme importants pour les États-Unis, comme l'Arabie saoudite, l'Iran ou la Russie, étant donné qu'il y a actuellement beaucoup de problèmes avec la Russie, et j'espère qu'il y a aussi eu des discussions à ce sujet avec la Chine. Je suppose que c'était le cas et que tout cela a suscité une certaine réflexion du côté américain. Si les choses se passent ainsi, ce serait probablement l'exemple le plus clair de ce que je suggérais plus tôt, qu'il existe des limites au pouvoir des États-Unis qui ne sont pas seulement évidentes et réelles, mais qui commencent aussi à être comprises à Washington. Je voulais vous poser rapidement une question sur le Venezuela, étant donné que vous avez parlé de la prise de conscience des limites, certainement plus marquées dans certains domaines que dans d'autres, et que l'Amérique latine semble en être un bon exemple. Néanmoins, nous n'avons pas encore vu d'invasion à grande échelle du Venezuela, du moins pas pour l'instant. L'administration américaine affirme qu'elle est en pourparlers, bien qu'il y ait, bien sûr, une pression considérable à tous les niveaux. Quelle est, selon vous, la stratégie des États-Unis au Venezuela en ce moment? La stratégie générale en Amérique latine consiste, d'une manière ou d'une autre, par l'intervention électorale, la coercition ou la subversion, à faire accéder au pouvoir des gouvernements de droite dans toute la région. Les États-Unis connaissent actuellement un certain succès dans cette entreprise. Ce succès ne peut guère être nié. Un pays après l'autre est d'une façon ou d'une autre touché, souvent par de faux décomptes électoraux ou par d'autres moyens utilisés par les États-Unis, comme le financement de campagnes ou la formulation de promesses influençant les résultats politiques. Ainsi, la stratégie plus large consiste pour les États-Unis à installer des régimes de droite à travers l'Amérique latine. Il existe certes des limites à cela, mais nous l'avons déjà vu au cours des décennies passées, lorsque la politique en Amérique latine oscillait dans un sens ou dans l'autre sous l'influence de Washington. Voilà donc la stratégie générale. La stratégie étroite pour le Venezuela consiste à prendre le contrôle du pétrole vénézuélien. Jusqu'à présent, un président a été enlevé et de nombreuses affirmations ont été faites concernant le contrôle des États-Unis sur le Venezuela. Le gouvernement sur place adopte une attitude conciliante dans sa réponse, déclarant la plupart du temps qu'il discute avec les États-Unis. Je pense que dans ce sens restreint, la situation est totalement dans l'incertitude. Presque tous les pays du monde essayent actuellement de comprendre comment gérer Trump, car en tant que personnalité, c'est un mégalomane psychologiquement instable. Donc tout le monde essaie de dire des choses aimables. La principale stratégie utilisée par les pays consiste à le flatter, sans pour autant faire de concessions sérieuses. Avec le Venezuela, c'est en partie ce qui se passe. En même temps, il y a une véritable coercition, mais je pense qu'il est encore trop tôt. Si vous voulez mon avis, d'ici un an, les États-Unis ne dirigeront pas le Venezuela. Je ne pense pas qu'il s'agisse vraiment du changement de régime que Washington prétend mener. Je crois que c'est simplement une manière de gagner du temps à Caracas, et il est probable que le temps joue plutôt en leur faveur.
Les États-Unis n'ont tout simplement pas le soutien, l'endurance, les moyens, le budget, ni la motivation pour s'investir profondément dans un changement de régime ou dans la gestion d'un autre pays en ce moment. Comme je l'ai déjà dit, cela va à l'encontre de toutes les tensions internes aux États-Unis. Ce n'est pas une diversion face à ces tensions. Cela ne fait qu'agacer encore davantage la population. Notre situation budgétaire est clairement mauvaise. Le soutien public à Trump est très faible. La volonté de diriger le Venezuela, à part peut-être dans la tête de Marco Rubio et de Donald Trump, est non nulle aux États-Unis. Donald Trump's head is zero in the United States. Nous sommes donc dans une sorte de limbo étrange en ce moment. Mais si je devais deviner, dans un an, le Venezuela sera un sujet oublié aux États-Unis. Le pays suivra son propre chemin, vendra peut-être plus de pétrole, et Chevron aura peut-être fait davantage d'investissements, qui sait. Mais rien de vraiment considérable ne se sera produit. Et ce qu'il y a de bizarre dans tout cela, c'est que les États-Unis auraient envahi la Chine pour s'emparer du pétrole vénézuélien. Ce que cela semble signifier, c'est que les entreprises américaines peuvent désormais opérer au Venezuela. Mais cela aurait pu être fait simplement si les États-Unis avaient levé leurs propres fichues sanctions, celles-là même qui avaient chassé les entreprises américaines du Venezuela au départ. Ainsi, toute cette affaire a à la fois quelque chose de tragique et de burlesque, et nous ne savons pas encore lequel de ces deux aspects domine à l'heure actuelle. Soupçonnez-vous qu'il pourrait y avoir d'autres escalades contre Cuba également? Si la thèse est que des idéologues comme Marco Rubio et les Faucons de Cuba ont été la force motrice, plutôt que les compagnies pétrolières, puisque Chevron détenait déjà les concessions, et qu'ExxonMobil et d'autres ne manifestent toujours aucun intérêt en raison de leurs fortes réserves quant à la stabilité, alors on peut envisager Cuba comme la prochaine étape. Après tout, des observateurs à Cuba rapportent déjà que les États-Unis entreprennent des activités visant à déstabiliser le pays de multiples façons. Eh bien, tout d'abord, les activités visant à déstabiliser Cuba remontent à 1960. Nous en sommes donc à notre 65e année d'efforts pour renverser ce gouvernement, ce qui est bien sûr éhonté et honteux, absolument répugnant. Et il est évident qu'ils essayent en ce moment, en gros, d'affamer Cuba pour la forcer à se soumettre, je veux dire littéralement, couper tout approvisionnement en pétrole, couper toutes les ressources. C'est en substance une nouvelle mise en quarantaine de Cuba, pourrait-on dire, comme cela a été fait en 1962 pendant la crise des missiles de Cuba. Je ne veux pas pousser l'analogie trop loin, sauf pour dire que les États-Unis ont été hostiles à Cuba sans interruption depuis l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, il y a 65 ans. Donc en ce sens, oui, absolument, ils vont essayer de faire tomber Cuba. Cela pourrait arriver. Il se peut que d'autres pays de la région, le Brésil, le Mexique et d'autres, disent « Nous ne pouvons pas faire Grexit ». Il se pourrait que même des pays en dehors des États-Unis, l'Espagne ou d'autres, disent « Non, vous ne pouvez pas faire cela », auquel cas nous aurions un nouveau test des limites américaines. Mais c'est clairement une obsession et une marque politique de notre secrétaire d'État. C'est de la politique floridienne. C'est Rubio qui essaye de se positionner pour la présidence en 2029 et au-delà. Oui, il ne fait aucun doute qu'il y a une tentative de faire tomber le gouvernement cubain. Cela pourrait fonctionner. C'est peu probable que cela fonctionne, selon mon évaluation des probabilités. Disons environ 70-30 contre, et non 99-1 contre. En d'autres termes, Cuba est actuellement assez fragile à cause des pressions habituelles des États-Unis, de l'intensité des tentatives de Trump et Rubio, et de la situation au Venezuela.
Ma dernière question, professeur Sachs, si vous me le permettez. Je voulais vous interroger sur l'économie américaine, certains des points que vous avez évoqués concernant l'accessibilité et d'autres aspects. L'économie dans son ensemble se porte plutôt mal. Même si la croissance est de 2% et que 30 à 33% de celle-ci proviennent des 7 ou 10 plus grandes actions, alors la croissance globale serait très faible, peut-être autour de 1,6%. La croissance sectorielle a été très faible. L'agriculture est presque à l'arrêt et une grande partie de cela est due aux droits de douane eux-mêmes. Dans le logement, les prêts étudiants et de nombreux autres domaines, il ne semble y avoir aucun remède. Si vous deviez conseiller les législateurs ou ceux qui dirigent le pays, Ce serait quelque chose de différent. oui, quels seraient certains des problèmes économiques à résoudre et quelle devrait être la stratégie? La stratégie des États-Unis est la même que celle de la Chine, de l'Inde ou de tout autre pays. Le bien-être économique est une entreprise de long terme. Ce n'est pas un ensemble capricieux de tarifs qui montent et descendent. Ce n'est pas un interrupteur que l'on allume ou éteint. Il dépend d'un bien-être largement partagé au sein de la société. Pas du 1%, du 1%, du 1%. Pas des milliardaires, pas des manias de la technologie, pas du succès d'un secteur ou d'un autre, mais d'investissements étendus dans le bien-être de la population. Aux États-Unis, nous n'avons pas connu de tels investissements depuis des décennies. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que l'économie globalement a bien fonctionné pour les professionnels, pour les secteurs fondés sur la science, pour le capital, plutôt que pour le travail en général, en raison de l'automatisation et de la technologie. Ainsi, le revenu national est passé de la rémunération du travail au capital et au sein même de la rémunération du travail vers les emplois hautement qualifiés, essentiellement les professions libérales. La classe ouvrière dans tout cela a vu son niveau de vie, comme je le dis, stagner ou décliner. Et cela dure depuis des décennies. Aucun des partis politiques n'a traité ce problème, car les deux partis politiques aux États-Unis dépendent de grands donateurs et les aident à maintenir leur monopole dans leur secteur. Qu'il s'agisse des soins de santé hors de prix, des secteurs de l'économie surfacturés, des politiques favorables à Wall Street ou de la grande industrie agroalimentaire, qui n'est pas très sûre pour la santé des Américains. Tout cela est donc resté sans réponse pendant des décennies. La stratégie de Trump consistait à dire aux travailleurs, « Vous êtes dans une situation misérable et je vais vous sauver. Je vais vous sauver en asséchant le marais chez nous. Je vais vous sauver en nous retirant des aventures étrangères. Je vais vous sauver grâce aux tarifs douaniers et en m'attaquant à tous ceux qui vous font du tort, les migrants qui vous nuisent ou la Chine qui vous nuit. » Eh bien, le problème avec tout cela, c'est que le diagnostic est absurde. L'analyse de Trump sur les raisons de la stagnation de la classe ouvrière et sur ce qu'il faut faire à ce sujet ne concerne pas les migrants. Elle ne concerne pas la Chine. Elle concerne la structure de notre économie. Elle concerne l'automatisation des emplois, désormais accélérée par l'intelligence artificielle. Elle concerne les échecs de l'investissement dans les infrastructures. Il s'agit du financement local de l'éducation, ce qui signifie que les personnes pauvres ne reçoivent pas le type d'éducation et de compétences qui ont été nécessaires au cours des 50 dernières années et qui le seront à l'avenir. Mais le diagnostic de Trump est complètement absurde, et donc il ne peut rien résoudre. C'est le point le plus fondamental. Cela signifie qu'il ne peut pas et ne réussira pas, ni politiquement, ni de manière substantielle, sur le plan économique. Et ce dont souffrent les États-Unis nécessite 10 à 20 ans d'investissement. C'est cela en réalité l'économie du développement, un investissement à plus long terme.
Mais nous avons un président au pouvoir avec une capacité d'attention de 15 minutes, ou des tactiques qui durent 15 minutes. Il veut la gloire toutes les 15 minutes. L'investissement, absurde. C'est le contraire de toute sa vie. Mais plus encore, les partis politiques ne dirigent pas cela non plus, car ils dépendent essentiellement des grandes fortunes. Ainsi, c'est la Silicon Valley qui mène la danse. Elle a connu une belle envolée boursière, mais cela ne se traduit pas par un mieux-être pour le peuple américain. Trump aime se référer au marché boursier, mais c'est sans importance pour la grande majorité des Américains. Ce qu'ils ressentent dans leur fiche de paie, ou le manque d'emploi, ou encore le type d'emploi qu'ils occupent, qui n'est pas celui auquel ils aspirent. Tout cela signifie donc que la véritable orientation de l'investissement fait défaut aux États-Unis. Encore un point. Nous nous dirigeons nécessairement, à l'échelle mondiale, vers des technologies vertes, ce qui signifie que la crise climatique est très grave, déjà bien avancée, et qu'elle exige un changement technologique. Les véhicules électriques, bien sûr. Les énergies renouvelables, bien sûr. Ce ne sont pas des si ou des options, ni des questions de gauche ou de droite. Ce sont simplement des réalités. Mais les États-Unis sous Trump font exactement le contraire. Nos constructeurs automobiles disent « Nous abandonnons les véhicules électriques. Nous ne pouvons pas rivaliser avec la Chine. Nous revenons aux moteurs à combustion interne. C'est une condamnation à mort. C'est un suicide. » Trump met fin à tous les projets d'énergie renouvelable. Il n'aime pas l'énergie éolienne. Il n'aime pas l'énergie solaire. Très bien, retour au charbon. C'est une condamnation à mort. Ce que nous faisons, c'est céder le leadership industriel et manufacturier à l'Asie. D'accord, j'aime l'Asie, pas de problème. Mais les États-Unis se font un tort immense. Parce que si l'on se projette dans 10 ans, où sera notre compétitivité à l'exportation? Eh bien, ce ne sera pas dans les véhicules, je peux vous le dire. Ce ne sera pas dans les combustibles fossiles, je peux vous le dire. On voit de larges pans des exportations actuelles de l'Amérique. Elles n'ont aucun avenir. Et personne à Washington en ce moment ne s'occupe de tout cela. Trump, bien sûr, encore moins que les autres. Trump a publié ses propres chiffres, associés au mot « investissement ». Mais ces chiffres ne sont pas réalistes, et je ne pense pas qu'ils comprennent ce que signifie réellement investir, car ils considèrent les flux de trésorerie comme un investissement. Oui. Et d'ailleurs, tous ces chiffres sont bidons. Si tu veux être l'ami de Trump, je te donnerai 10 000 milliards de dollars plus tard. C'est formidable. Donc tout ça, c'est du vent. Ça ne veut rien dire, ces chiffres. Je suis allé dans une entreprise d'électronique en Chine, et l'un des responsables là-bas, il détenait une petite participation dans l'entreprise, m'a dit que si l'on veut gagner de l'argent dans ce secteur, le marché est devenu si concurrentiel qu'il faut attendre 8 ou 9 ans avant de commencer à voir des retours. Quand on parle avec des gens aux États-Unis, ils pensent à faire de l'argent du jour au lendemain. C'est la différence entre le capital financier et le capital d'investissement. Oui. Pour eux, gagner de l'argent signifie réussir une bonne introduction en bourse. Cela ne veut pas dire avoir réellement un produit qui va générer des flux de trésorerie pendant les 25 prochaines années. Nous allons nous arrêter là, professeur Sachs. Comme toujours, c'était une conversation vraiment fascinante. Merci beaucoup pour votre temps, je vous en suis reconnaissant. Ravi d'être avec vous. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques
et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.